Il a prononcé cette phrase comme on règle un détail pratique, sans lever les yeux de ses papiers. Il a dit qu'il fallait commencer à organiser la fin. Pas la sienne. La mienne. Il n'a pas utilisé ce mot directement, bien sûr. Il a parlé d'anticipation, de responsabilité, de réalisme. Mais tout était là, contenu dans cette manière de dire que certaines choses devaient désormais être gérées autrement. Autrement que par moi. Nous étions assis dans mon salon. La lumière de fin d'après-midi entrait doucement par la fenêtre, éclairant cette table sur laquelle j'avais posé tant de repas, tant de lettres, tant de décisions au fil des années. Mon fils s'était installé en face de moi. Il avait ce ton calme, presque administratif, qu'il prenait désormais quand il me parlait de sujets importants. Ce ton qui ne laisse pas de place à l'émotion. Il a expliqué que le temps passait, que je ne pouvais plus tout assumer seul, que certaines décisions seraient plus simples si elles étaient prises à l'avance. Il parlait vite, avec assurance, comme s'il avait déjà longuement réfléchi à la question. Comme si, en réalité, la réflexion était terminée. Je l'écoutais sans l'interrompre. J'avais appris à reconnaître ce moment précis, où quelqu'un ne cherche plus un avis, mais une validation. Il ne me demandait pas ce que je voulais. Il m'expliquait ce qui allait se faire. Puis il a ajouté que cela éviterait les complications plus tard, qu'il valait mieux qu'il s'occupe de tout, pendant que j'étais encore en état de comprendre. Cette phrase-là a résonné en moi avec une violence sourde. Encore en état de comprendre, comme si cette capacité était déjà comptée, déjà fragile, déjà sur le point de m'échapper. Je lui ai demandé ce qu'il entendait exactement par là. Il a hésité un instant. Puis, il a parlé de mes biens, de mes comptes, de la maison. Il a dit qu'il serait plus rationnel de centraliser, de simplifier, de préparer. Il parlait de ma vie comme d'un dossier à clôturer proprement. Sans désordre. Sans surprise. Je sentais mon cœur battre plus fort, mais je restais immobile. Une part de moi voulait protester, s'indigner, rappeler tout ce que j'avais fait, tout ce que j'étais encore capable de faire. Une autre part, plus lucide, observait la scène avec une précision nouvelle. Il ne me voyait plus comme une femme vivante, mais comme une fin à gérer. Quand j'ai dit que je n'étais pas prête à parler, de cela, il a soupiré. Pas d'agacement ouvert. Un soupir contenu, presque lassé. Il a dit que je refusais de voir la réalité en face, que je rendais les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être, que mon refus d'anticiper risquait de créer des problèmes pour tout le monde. Pour tout le monde. Pas pour moi. Je me suis sentie brusquement déplacée, comme si, dans cette conversation, je n'étais plus le sujet principal, mais un obstacle à résoudre. Il parlait de mon avenir, sans me regarder, vraiment. Ses yeux glissaient sur les papiers, sur son téléphone, sur la table. Il était déjà ailleurs, déjà dans ce futur où je n'aurais plus voix au chapitre. Je lui ai demandé s'il avait déjà pris des décisions, sans m'en parler. Il a répondu que non, pas encore. Mais le pas encore flottait dans l'air comme une promesse inversée, comme l'annonce d'un glissement inévitable. À ce moment-là, quelque chose s'est fissuré en moi. Pas une colère, pas une tristesse immédiate, une lucidité brutale. J'ai compris que ce que je vivais n'était pas une discussion maladroite sur la vieillesse. C'était une tentative de prise en main. Douce, rationnelle, presque bienveillante. Mais une prise en main tout de même. Il a conclu en disant qu'il fallait en reparler rapidement, que le temps n'attendait pas, que je devais y réfléchir sérieusement. Puis il a rangé ses papiers, s'est levé, m'a embrassé sur la joue, comme si rien d'essentiel ne venait d'être dit. Quand la porte s'est refermée derrière lui, je suis restée longtemps assise, sans bouger. Le silence était lourd. Pas hostile, accablant. Je repassais chaque phrase. Chaque mot, soigneusement choisi pour ne pas paraître violent, mais suffisamment clair pour imposer une direction. Mon fils voulait gérer ma faim. Pas parce qu'il me haïssait, mais parce qu'il avait décidé que c'était plus simple ainsi. Je me suis levée lentement. J'ai ouvert un tiroir. J'ai pris un carnet. Un carnet ordinaire, à la couverture déjà un peu usée. J'y ai noté la date. Puis j'ai écrit, mot pour mot, ce qu'il avait dit. En écrivant, j'ai senti quelque chose se redresser en moi. Une certitude calme, presque froide. Si je laissais faire, si je continuais à croire que l'amour suffisait à protéger, je disparaîtrais progressivement, sans bruit, sans conflit,
sans même qu'on s'en rende compte. Ce soir-là, je n'ai pas encore pensé à la loi. Je n'ai pas encore pensé au notaire, ni à la justice. Mais je savais une chose avec une clarté nouvelle. Si quelqu'un voulait déjà gérer ma fin, alors il était temps que je prenne en main mon avenir. Et cette décision-là, je n'allais la confier à personne. Avant que mon fils ne parle de ma fin comme d'un dossier à préparer, il y avait eu une vie entière, dense, patiemment construite. Une vie où je n'avais jamais eu besoin qu'on me guide, ni qu'on me dise quoi faire pour exister pleinement. J'avais appris très tôt à décider, à assumer, à tenir bon sans bruit. Je repense souvent à mes débuts, à cette époque où tout se faisait avec peu de moyens, mais beaucoup de volonté. J'ai rencontré mon mari jeune, dans une période où l'on bâtissait sans trop calculer. Nous n'avions pas de grands discours, seulement des gestes. Travailler, économiser, prévoir. Je me suis toujours occupée des comptes, non par méfiance, mais par sens des responsabilités. J'aimais savoir où nous allions, parce que cela me permettait de rester droite quand les choses devenaient difficiles. Quand notre fils est né, cette rigueur s'est transformée en vigilance aimante. Je voulais qu'il grandisse dans un cadre stable, sans peurs inutiles. Je n'étais pas une mère envahissante. J'étais présente, fiable. Je faisais ce que je disais, et je disais ce que je faisais. Cette cohérence m'a porté toute ma vie. Les années ont passé. Le travail, la maison, les habitudes. Puis la perte. Mon mari est parti trop tôt. Ce deuil m'a laissé seule face à des décisions que je n'avais jamais imaginé devoir prendre sans lui. Pourtant, je les ai prises. J'ai géré les démarches, les rendez à vous, les comptes. Personne ne m'a demandé si j'en étais capable. Et je ne me suis jamais posé la question non plus. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'essentiel. L'autonomie n'est pas un état, c'est une pratique quotidienne. Chaque facture réglée, chaque choix assumé, chaque difficulté traversée, renforçait cette certitude tranquille que j'étais encore pleinement actrice de ma vie. Mon fils me respectait alors. Il venait me voir, me demandait parfois conseil, sans jamais chercher à me diriger. Il savait que je n'avais pas besoin qu'on décide à ma place. Notre relation était simple, équilibrée. J'étais sa mère, pas un poids à anticiper. Je continuais à vivre. Je sortais. Je voyais mes amis. Je faisais des projets modestes, mais choisis. Rien, dans mon quotidien, ne laissait penser que j'étais déjà sur le point de disparaître. Et pourtant, quelque chose a commencé à changer dans le regard posé sur moi. Au fil du temps, les phrases ont évolué. On me disait de me ménager, de ne pas trop m'en faire, de penser à l'après. Des mots qui semblaient bienveillants, mais qui installaient doucement une idée dangereuse. Celle que mon présent comptait moins que mon futur supposé déclin. Et je n'y ai pas prêté attention tout de suite. J'avais confiance. En mon fils. En ce que nous avions construit ensemble. Je pensais que le respect était acquis. Définitif. Je croyais que l'on ne remet pas en question, du jour au lendemain, une femme qui a tenu toute une vie. Je me trompais. Sans rupture brutale, sans conflit ouvert, la place que j'occupais a commencé à se réduire. Pas dans les faits, mais dans les discours. On parlait de moi comme d'une étape, comme d'un moment à organiser, comme d'un avenir déjà écrit, qu'il faudrait simplement gérer au mieux. Je continuais pourtant à me sentir vivante, capable, présente. Cette dissonance entre ce que je vivais et ce qu'on projetait sur moi me troublait, sans que je parvienne encore à la nommer. Je pensais qu'il s'agissait d'une inquiétude maladroite, d'une peur mal formulée de la part de mon fils. Je n'avais pas encore compris que cette inquiétude, en se transformant en organisation, allait devenir une dépossession. Faite d'essayer la vie d'avant, celle où je décidais sans avoir à me justifier, s'éloignait doucement. Non parce que je faiblissais, mais parce que d'autres commençaient à décider que le moment était venu de prendre le relais. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je la regarde avec une lucidité nouvelle. Ma vie d'avant n'était pas fragile, elle était solide. C'est précisément pour cela qu'elle dérangeait. Parce qu'une femme âgée, qui reste autonome, ne correspond pas toujours à l'idée rassurante que certains se font de la fin. Et c'est dans cette vie-là, riche, cohérente, assumée, que j'ai puisé la force de ne pas accepter qu'on transforme mon avenir en simple prolongement de ma fin. Les premiers signes n'ont pas pris la forme d'un affrontement. Ils se sont manifestés par de légers déplacements, presque imperceptibles, comme une pièce que l'on pousse doucement pour voir si quelqu'un réagit. Au début, je n'ai pas réagi. J'observais. J'écoutais.
Je croyais encore que ces changements étaient temporaires, dictés par une inquiétude maladroite, non par une volonté de contrôler. Mon fils a commencé à me poser des questions différentes, plus précises, plus orientées. Il ne me demandait plus comment j'allais, mais si j'avais pensé à certaines choses. La fraude, mes papiers, mes comptes, l'organisation future. Il disait cela sur un ton neutre, presque prévenant. Mais derrière les mots, je sentais une logique nouvelle, celle qui anticipe sans consulter. Mais un jour, il m'a demandé où j'avais rangé certains documents importants. Pas parce qu'il en avait besoin immédiatement, disait Taïl, mais au cas où. Cette expression, au cas où, s'est mise à revenir souvent. Elle installait une hypothèse permanente, celle de mon absence prochaine, de mon incapacité future, comme une évidence qu'il fallait accepter, sans discuter. Je lui ai répondu calmement. J'ai expliqué que tout était en ordre, que je savais où étaient mes affaires. Il a hoché la tête, sans insister. Mais quelque chose avait été posé. Une question qui n'appelait pas vraiment de réponse, mais qui préparait le terrain. Peu à peu, il a commencé à parler de simplification. Centraliser. Regrouper. Faciliter. Des mots rassurants, mais qui impliquaient toujours une chose, que je cède une part de mon autonomie. Il disait que ce serait plus pratique pour tout le monde. Pour moi aussi. Bien sûr. Toujours pour mon bien. Je me suis surprise à hésiter avant de répondre. Non par incapacité, mais parce que je sentais que mes réponses allaient être évaluées. J'avais l'impression de passer un examen invisible, où chaque mot pouvait être interprété comme un signe de résistance ou d'acceptation. Cette sensation était nouvelle et profondément inconfortable. Il y a eu aussi ces phrases glissées, presque en passant. Tu sais, à ton âge, on ne peut pas tout prévoir. Il vaut mieux anticiper. Il ne disait jamais que je n'étais plus capable. Il n'en avait pas besoin. Il laissait l'idée s'installer d'elle-même, comme une évidence partagée. Je continuais pourtant à vivre comme avant. Je gérais mes affaires. Je prenais mes rendez-vous. Je sortais. Rien, absolument rien, ne justifiait ce ton prudent, presque médical. Et c'est cette contradiction qui m'a mise en alerte. Quand le discours ne correspond plus à la réalité vécue, c'est qu'autre chose se joue. Un après-midi, il est venu avec une liste. Pas une liste officielle, pas un document formel. Une simple feuille, griffonnée. Il parlait de choses à faire, à organiser, à vérifier. Il la posait entre nous comme un point de départ. J'ai regardé cette feuille longtemps. Elle parlait de moi, mais elle n'était pas écrite avec moi. Je lui ai demandé pourquoi il avait préparé cela sans m'en parler avant. Il a répondu qu'il voulait m'éviter de m'inquiéter. Cette phrase m'a frappée. Éviter de m'inquiéter signifiait, en réalité, éviter que je décide. Il pensait bien faire. Mais peut-être. Mais il avait déjà franchi une limite. Je n'ai pas protesté. Pas encore. J'ai simplement dit que je préférais réfléchir. Il a acquiescé, mais j'ai senti une impatience nouvelle. C'est comme si mon besoin de temps devenait un obstacle. Comme si ma lenteur supposée justifiait qu'on aille plus vite que moi. C'est ainsi que les glissements se produisent. Pas par violence, mais par accélération. On vous presse, on vous devance, on vous explique que c'est pour votre confort. Et un jour, on se rend compte que l'on n'est plus au centre de ses propres décisions. Le soir, seul, je repassais ces échanges. Je cherchais à comprendre à quel moment mon fils avait cessé de me voir comme une femme capable pour me considérer comme un futur problème à gérer. Cette pensée me faisait mal, mais elle m'obligeait à regarder la réalité en face. Je me suis alors mise à noter certaines choses. Les phrases exactes, les demandes inhabituelles, les silences. Pas pour accuser, pour comprendre. Écrire me permettait de remettre de l'ordre, de distinguer ce qui relevait de l'inquiétude sincère et ce qui glissait vers une prise de pouvoir. Et plus j'écrivais, plus une évidence s'imposait. Ce n'était pas ma fin qu'il anticipait. C'était mon effacement progressif. Une disparition douce, organisée, rationnelle, où je serais encore là physiquement, mais de moins en moins décisionnaire. Ce jour-là, j'ai cessé de me dire que j'exagérais. J'ai compris que ces premiers glissements, s'ils n'étaient pas arrêtés, deviendraient un mouvement irréversible. Et pour la première fois, une pensée claire s'est imposée à moi. Si je ne reprenais pas la main maintenant, d'autres continueraient à écrire mon avenir à ma place. Mon fils voulait gérer ma fin. Moi,
je commençais à comprendre qu'il était encore temps de gérer mon avenir. La goutte d'eau n'a pas été une dispute. Elle n'a pas éclaté dans un cri, ni dans un refus brutal. Elle est arrivée sous une forme plus dangereuse encore. Une décision déjà prise, annoncée comme une évidence. Ce jour-là, j'ai compris que ce qui se jouait n'était plus une inquiétude mal formulée, mais une tentative claire de m'écarter. Mon fils est arrivé avec une enveloppe. Il l'a posée sur la table, entre nous, comme on dépose un objet neutre. Il a dit que ce n'était qu'un projet, rien de définitif. Qu'il voulait simplement me montrer. J'ai senti, avant même de l'ouvrir, que cette enveloppe contenait quelque chose qui me concernait, sans m'avoir consulté. À l'intérieur, il y avait des documents imprimés, des simulations, des tableaux, des phrases soulignées. Il parlait d'optimisation, de transmission, d'anticipation. Il expliquait que tout serait plus simple si certaines choses étaient réglées dès maintenant, plus propres, plus efficaces. Il parlait vite, comme pour éviter les questions. Je parcourais les pages. Mon nom apparaissait souvent, mais jamais au sujet. J'étais un élément à organiser, une variable à stabiliser. Il avait même noté des échéances, des étapes. Comme si ma vie s'inscrivait désormais dans un calendrier qui n'était plus le mien. Quand j'ai levé les yeux, il m'a dit que ce n'était pas contre moi. Qu'il faisait cela pour m'éviter des soucis plus tard. Qu'il ne voulait pas me voir dépasser. Il parlait de protection, encore. Toujours ce mot. Toujours cette justification qui, sous couvert de bienveillance, retire la parole à celui qu'on prétend aider. Je lui ai demandé s'il avait déjà consulté quelqu'un pour établir ces documents. Ouah, il a répondu que oui. Qu'il s'était renseigné. Qu'il avait pris des avis. Pas juridique, A-I précisé, mais pratique. Cette précision m'a glacée. Il avait donc avancé sans moi, en pensant que je suivrais. Que je signerais, que je comprendrais, après coup. Je lui ai demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé plus tôt. Il a haussé les épaules. Il a dit qu'il ne voulait pas m'inquiéter, qu'il savait que ces sujets me mettaient mal à l'aise, qu'il valait mieux agir pendant que j'étais encore en forme. Cette phrase-là a tout arrêté en moi. Pendant que j'étais encore en forme. Comme si cette forme était déjà provisoire, déjà menacée. Je me suis sentie dépossédée. Pas de mes biens, pas encore. Mais de ma place, de mon droit à décider du rythme, du moment, de la manière. Il ne me demandait pas ce que je voulais. Il m'expliquait ce qu'il avait prévu. J'ai refermé l'enveloppe, lentement. J'ai pris le temps de respirer. J'ai dit que je n'étais pas d'accord. Pas sur le fond, peut-être, mais sur la méthode. Que rien ne pouvait se faire sans moi. Que je n'étais pas prête à signer quoi que ce soit. Il a soupiré. Un soupir de fatigue, presque de lassitude. Il a dit que je compliquais toujours tout. Que je refusais de voir la réalité. Que je me comportais comme si j'étais éternelle. Cette accusation m'a frappée par sa violence tranquille. Comme si vouloir décider de sa vie revenait à nier le temps qui passe. Je lui ai répondu que je connaissais très bien la réalité. Que je savais que le temps existait. Mais que tant que j'étais là, consciente, capable, je resterais la seule à décider de mon avenir. Maman, que l'anticipation ne pouvait pas être une confiscation. Il a insisté. Il a parlé des risques, des complications possibles. Il a laissé entendre que si je tardais trop, d'autres pourraient décider à ma place. Cette phrase, à peine voilée, a résonné comme une menace douce. Pas explicite, mais suffisamment claire. Précis, c'est à cet instant précis que quelque chose s'est cassé. Pas entre lui et moi, mais en moi. Une illusion. Celle que le dialogue suffirait toujours. Celle que l'amour empêcherait les dérapages. Celle que l'on ne franchit pas certaines lignes avec sa propre mère. Je me suis levée. J'ai rangé les documents dans l'enveloppe. Je les lui ai rendus. J'ai dit que la discussion était terminée, pour aujourd'hui. Que j'avais besoin de temps. Que rien ne se ferait dans la précipitation. Il est parti peu après. Sans colère. Sans éclat. La porte s'est refermée doucement, comme si rien d'irrémédiable ne venait de se produire. Je suis restée seule dans le salon. J'ai regardé cette table, témoin de tant de décisions prises autrefois avec assurance. Et j'ai compris que la goutte d'eau venait de déborder. Ce n'était plus une question de confiance, ni même de peur. C'était une question de souveraineté. Mon fils voulait gérer ma faim. Il avait commencé à organiser mon avenir sans moi. Ce soir-là, j'ai pris le carnet.
J'ai noté chaque détail, les mots exacts, les silences, les sous-entendus. Non par rancœur, mais par nécessité. Parce que je savais désormais que si je ne reprenais pas la main, quelqu'un d'autre continuerait à écrire à ma place. Et cette perspective-là, je ne pouvais plus l'accepter. Après ce jour-là, je n'ai pas trouvé le sommeil comme avant. Les nuits se sont étirées, peuplées de pensées précises, presque méthodiques. Ce n'était plus l'angoisse floue des premiers temps, mais une réflexion aiguë, structurée. J'avais cessé de me demander si j'exagérais. La question avait changé de nature. Qu'allais-je faire maintenant que je voyais clair? Je me suis revue, assise face à mon fils, tenant cette enveloppe qui contenait déjà un avenir écrit sans moi. J'ai compris que ce qui m'avait le plus heurté n'était pas l'idée d'anticiper, mais le fait d'être contournée. On ne m'avait pas parlé comme à une femme encore vivante, mais comme à une étape à régler avant qu'il ne soit trop tard. Cette réalisation a été brutale, mais salutaire. Mais je me suis interrogée sur ma propre attitude. Pourquoi avais-je accepté ces glissements? Pourquoi avais-je laissé certaines phrases passer sans les relever? La réponse n'était pas flatteuse, mais honnête. Par amour. Par fidélité à un lien maternel que je croyais indestructible. J'avais confondu la patience avec l'effacement, la confiance avec l'abandon de soi. Cette prise de conscience a été douloureuse. Elle m'a obligée à regarder mon fils autrement, non pas comme l'enfant que j'avais protégé, mais comme un adulte capable de décider à ma place s'il n'était pas arrêté. Je ne le diabolise pas. Je comprends même, en partie, ce qui l'a poussé à agir ainsi. Mais comprendre n'oblige pas à accepter. J'ai repris le carnet que j'avais commencé à remplir presque machinalement. Je l'ai relu depuis la première page. Les phrases notées prenaient désormais un sens cohérent. Les questions répétées. Les listes préparées sans moi. Les soupirs, quand je demandais du temps. Tout dessinait une trajectoire claire. Celle d'un futur où je serais encore là, mais de moins en moins décisionnaire. Là-bas, en relisant ces pages, je n'ai plus ressenti de peur. J'ai ressenti de la détermination. Ce carnet n'était plus un refuge intime. Il devenait un outil de lucidité. Il me rappelait que je n'avais rien inventé, rien dramatisé. Les faits étaient là, datés, précis. Je me suis aussi posé une question essentielle. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Pas ce que l'on attendait de moi. Pas ce qui serait plus simple pour les autres, mais ce que je désirais pour moi à même. La réponse est venue naturellement. Je voulais rester actrice de ma vie jusqu'au bout. Décider du rythme, du moment, des choix. Être accompagnée, si nécessaire, mais jamais remplacée. Cette clarification intérieure a tout changé. Elle m'a redonné une verticalité que je sentais s'éroder depuis des mois. Je n'étais pas en train de défendre un orgueil déplacé. Je défendais un principe fondamental. Tant que je suis consciente et capable, personne n'a le droit de décider à ma place. J'ai commencé à me renseigner, discrètement. Pas encore pour agir, mais pour comprendre. Je lisais, je posais des questions indirectes, je cherchais à savoir quels étaient mes droits, quelles étaient les limites légales, ce que je pouvais accepter et ce que je devais refuser. Chaque information était comme une pierre solide sous mes pieds. Je découvrais que la loi ne voyait pas en moi une femme en sursis, mais une citoyenne à part entière. Que l'âge n'annule pas la capacité. Que l'anticipation ne justifie pas la confiscation. Cette découverte a été un soulagement profond. Elle m'a sorti de la solitude morale dans laquelle je me trouvais. Je me suis aussi rendu compte que ma peur initiale s'était transformée. Elle n'était plus paralysante. Elle était devenue un moteur. Elle me disait « N'attends pas que d'autres décident du moment où tu devras te taire. Agis tant que ta voix porte. » Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme fatiguée, certes, mais lucide. Une femme qui avait traversé bien des épreuves, sans jamais renoncer à sa dignité. Et je me suis dit que ce n'était pas à cet âge-là que j'allais apprendre à disparaître doucement. La prise de conscience était désormais complète. Elle ne faisait pas de bruit. Elle ne se traduisait pas encore par des actes visibles, mais elle était irréversible. Je savais que la suite ne se jouerait plus dans les discussions familiales, ni dans les justifications affectives. Si mon fils voulait gérer ma faim, alors il était temps que je reprenne la gestion de mon avenir. Non pas contre lui, mais pour moi. Et cette décision, prise dans le silence d'une nuit lucide, allait bientôt changer le cours de ce qui semblait déjà écrit. Le moment d'agir ne s'est pas imposé comme une urgence spectaculaire. Il est venu avec une évidence calme, presque tranquille. Après la prise de conscience,
Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Je savais que si je continuais à discuter dans le cercle familial, je resterais enfermée dans l'émotion, dans les sous-entendus, dans ce jeu d'influence où chacun prétend vouloir mon bien. Pour reprendre la main, il fallait sortir de ce cercle. J'ai pris rendez-vous chez un notaire. L'écran, pas celui que mon fils avait évoqué à demi à mots, comme s'il allait de soi que nous utiliserions les mêmes interlocuteurs. J'en ai choisi un autre, recommandé par une amie de longue date. Quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'appartenait à personne. Ce choix, là, déjà, était un acte de reprise de contrôle. Le jour du rendez-vous, je suis arrivée en avance. J'avais glissé mon carnet dans mon sac. Je ne savais pas encore si j'en aurais besoin, mais il me rassurait. Il contenait la trace de ce que j'avais vécu, la preuve que je n'étais pas en train d'inventer une menace là où il n'y avait qu'un désaccord. Le notaire m'a accueilli avec une attention sobre. Il m'a demandé ce qui m'amenait. J'ai parlé lentement, sans dramatiser. J'ai expliqué les discussions, les documents préparés sans moi, cette impression persistante que l'on organisait ma vie future en me tenant à distance. Je n'ai pas accusé. J'ai exposé des faits. Il m'a écouté sans m'interrompre. Puis, il m'a posé une question simple. Avez-vous donné votre accord écrit pour quoi que ce soit? J'ai répondu non. Il a hoché la tête, calmement, comme si la situation devenait soudain très claire. Il m'a expliqué alors ce que j'avais besoin d'entendre depuis longtemps. Tant que je suis lucide, tant que je comprends ce que je signe, personne ne peut décider à ma place. Ni un enfant, ni un proche animé de bonnes intentions. L'âge, il dit, n'est pas une incapacité. Ces mots ont agi comme un point d'ancrage. Pendant des mois, j'avais eu l'impression d'être déjà en retard, déjà sur la pente descendante. Et voilà qu'un professionnel du droit me rappelait une vérité simple. Je suis encore pleinement responsable de ma vie. Nous avons travaillé ensemble. Pas contre mon fils. Pour moi, nous avons commencé par mettre de l'ordre. Mes biens, mes comptes, mes documents. J'ai expliqué ce que je voulais, mais surtout ce que je refusais. Pas de procuration générale. Pas de décision prise en mon absence. Pas d'anticipation qui m'effacerait. Tout devait être clair, écrit, encadré. Puis est venue la question du testament. Ce mot m'avait toujours semblé lourd, presque définitif. Pourtant, ce jour-là, il m'est apparu autrement. Non comme une annonce de fin, mais comme un acte de souveraineté. Mettre par écrit mes volontés, c'était affirmer que mon avenir, même lointain, m'appartenait encore. Chaque phrase a été pesée, relue, validée par moi. Le notaire me demandait systématiquement si c'était bien ce que je voulais. Cette question répétée, presque insistante, avait quelque chose de profondément réparateur. On ne décidait rien sans mon accord explicite. En sortant de l'étude, j'ai ressenti une fatigue étrange, mêlée de soulagement. Je n'avais pas déclenché de conflit. Je n'avais pas affronté mon fils. Mais j'avais posé un cadre solide, légal, incontestable. Un cadre qui me protégeait, sans m'exposer. Je n'ai informé personne de ces démarches. Pas par dissimulation, mais par nécessité. Ce que je faisais ne relevait plus de la négociation affective. Il s'agissait de ma dignité, de ma capacité à rester actrice de ma vie. Et je savais que si j'en parlais trop tôt, on tenterait de m'en dissuader, de m'expliquer, de me faire douter à nouveau. Les jours suivants, je me suis sentie différente. Plus droite, plus calme. Comme si quelque chose s'était remis en place, intérieurement. Je n'avais pas encore repris le contrôle aux yeux des autres, mais je l'avais repris pour moi. Mon fils voulait gérer ma fin avec des tableaux, des listes, des échéances. Moi, je venais de gérer l'essentiel. Le cadre dans lequel mon avenir serait décidé. Ce jour-là, j'ai compris que reprendre la main ne signifie pas s'opposer frontalement. Cela signifie déplacer le terrain. Quitter l'émotion pour le droit. Quitter la peur pour la clarté. Et cette clarté-là, une fois installée, ne se laisse plus retirer. Je n'ai rien annoncé. J'ai continué à vivre comme si de rien n'était, avec la même politesse, la même retenue. Ce silence-là n'était plus une soumission. C'était une stratégie. J'avais appris que la clarté n'a pas besoin d'être bruyant pour s'imposer. Et je savais qu'à partir du moment où le cadre était posé, la réalité finirait par se révéler d'elle-même. Les premières réactions n'ont pas tardé. Un appel de mon fils, plus insistant que d'habitude.
Il me demandait si j'avais pris des décisions récentes. Il parlait de lenteurs administratives, de démarches qui n'aboutissaient plus. Je répondais calmement que tout suivait son cours, que j'étais en train de régler ce qui me concernait. Rien de plus, rien de moins. Il a insisté. Il a dit que certaines choses devenaient compliquées, que des interlocuteurs demandaient désormais à me voir en personne, qu'on ne lui donnait plus d'informations comme avant. J'ai entendu, dans sa voix, une inquiétude nouvelle. Pas pour moi, pour le contrôle qui lui échappait. Je lui ai dit que c'était normal, que j'avais souhaité que toute décision passe par moi, que je préférais être directement informé. Le silence à l'autre bout du fil a été long. Puis il a demandé si quelqu'un m'avait conseillé. La question était posée comme un reproche à peine voilé. J'ai répondu que j'avais pris des avis professionnels. Rien de plus. Je n'ai cité aucun nom. Je n'ai justifié aucun choix. Je savais désormais que me justifier ouvrirait la porte à la contestation. Or, il n'y avait rien à contester. J'avais agi dans mon droit le plus strict. Quelques jours plus tard, il est venu. Sans prévenir. Il avait ce regard tendu de ceux qui sentent le sol se dérober sous leur certitude. Il s'est assis en face de moi, exactement comme lors de cette première conversation où il avait parlé de « ma faim ». Mais cette fois, quelque chose avait changé. Il ne tenait plus de dossier. Il n'avait plus de plan clair à exposer. Il m'a demandé ce que j'avais fait. Je lui ai répondu simplement que j'avais mis mes affaires en ordre, que j'avais sécurisé ce qui devait l'être, que j'avais choisi un cadre clair pour l'avenir. Je parlais lentement, posément. Je ne cherchais pas à l'affronter. Je constatais. Il a dit que ce n'était pas nécessaire, que nous pouvions en parler, que tout cela créait des tensions inutiles. J'ai reconnu que cela pouvait être inconfortable, mais j'ai ajouté que l'inconfort ne justifiait pas l'effacement, que tant que j'étais capable, je resterais décisionnaire. Il a tenté une autre approche. Il a parlé de confiance, de famille, de ce que les autres pourraient penser. J'ai écouté sans l'interrompre. Puis j'ai dit que la confiance ne se décrète pas, et qu'elle ne peut pas exister si l'un décide pendant que l'autre se tait. Que ce que j'avais fait n'était pas une rupture, mais une limite. Sa voix s'est faite plus dure. Il a dit que je me laissais influencer, que je devenais méfiante, que ce genre de démarche pouvait être interprété comme un refus de coopérer. J'ai senti, à cet instant précis, la vieille tentative de pression refaire surface. Mais elle n'avait plus d'effet. Je lui ai répondu que coopérer ne signifiait pas renoncer, que je n'avais refusé aucun dialogue, mais que je refusais désormais toute décision prise sans moi, que ce cadre était posé et qu'il ne serait pas négocié. Il a compris. Pas immédiatement, mais suffisamment pour se taire. Le piège n'était pas une embuscade. C'était la réalité qui se refermait doucement. Ses plans anticipés perdaient leur terrain. Les démarches qu'il avait imaginées sans moi n'avaient plus de prise. Il est parti sans éclat, sans promesse, sans victoire. Après son départ, je suis restée seule, étonnamment calme. Je n'avais pas gagné contre mon fils. Je n'avais pas humilié qui que ce soit. J'avais simplement repris ma place. Et cette reprise à là avait fait tomber, une à une, les certitudes qu'on avait construites à ma place. Les jours suivants ont confirmé ce basculement. Plus de listes, plus de propositions pressantes. Les conversations se sont raréfiées, puis assainies. Quand il parlait, il me demandait mon avis. Pas toujours sincèrement, peut-être. Mais la forme avait changé. Et parfois, la forme suffit à rétablir l'équilibre. Je comprenais désormais une chose essentielle. Le piège se referme quand on cesse d'avoir peur de perdre l'amour en affirmant sa dignité. Quand on accepte que certaines relations doivent se transformer pour rester justes. Mon fils voulait gérer ma faim en pensant me protéger. J'avais géré mon avenir en me protégeant moi-même. Et ce jour, Allah, sans cri, sans larmes, sans procès, la loi avait fait ce qu'elle fait le mieux. Remettre chacun à sa place. Après cette confrontation sans éclat, la famille a changé de visage. Rien n'a explosé au grand jour. Il n'y a pas eu de cris, ni de portes claquées. L'éclatement s'est fait autrement, par déplacements successifs, par silence plus long, par regard qui n'osait plus s'attarder. C'était un effritement discret, mais irréversible. Mon fils a pris de la distance. Pas une distance agressive, plutôt une retenue prudente. Il appelait moins souvent. Quand il le faisait, il parlait de choses neutres.
la météo, le travail, des détails sans conséquence. Je comprenais que le terrain qu'il croyait maîtriser lui échappait, et que cette perte de contrôle le rendait mal à l'aise. Il ne savait plus comment se positionner face à moi. Ni comme décideur, ni comme protecteur. Simplement comme fils, et ce rôle-là lui semblait soudain plus fragile. Je n'ai pas cherché à combler ce vide. J'ai laissé les choses se faire. J'avais appris que l'on ne répare pas une relation en revenant sur ses propres limites. Ce serait trahir le travail accompli. La clarté nouvellement installée avait un prix, accepter que certains liens se redessinent, parfois se distendent, quand ils ne peuvent plus s'appuyer sur l'ambiguïté. Dans la famille élargie, les réactions ont été contrastées. Certains ont pris parti sans me poser de questions. D'autres se sont contentés d'observer. On murmurait que je devenais compliqué, que je me raidissais, que je n'acceptais plus l'aide. Ces mots ne m'atteignaient plus. Je savais désormais faire la différence entre l'aide et la prise de pouvoir, entre le soutien et la substitution. Ma belle-fille, elle, a presque disparu de mon quotidien. Pas physiquement, mais symboliquement. Elle n'intervenait plus. Elle ne proposait plus. Elle ne commentait plus. Son silence n'était pas respectueux, mais calculé. Elle attendait, peut-être, que la situation se détende, que je relâche ma vigilance. Je ne l'ai ni provoquée, ni rassurée. J'ai continué à vivre dans le cadre que j'avais posé, sans me retourner. Ce qui m'a frappé, c'est la manière dont les noms à dit ont refait surface. Des paroles anciennes, jusque-à là enfouies, sont revenues par fragments. Des reproches jamais formulés. Des jalousies mal assumées, des frustrations anciennes. L'éclatement familial révélait ce qui avait toujours existé, mais que mon silence avait longtemps recouvert. Je me suis sentie, par moments, étrangère à ce tumulte feutré, comme si je regardais une scène depuis l'extérieur. J'avais cessé d'être le point d'équilibre sur lequel tout reposait. Et cette perte de centralité obligeait chacun à se repositionner. Certains s'y perdaient, d'autres s'y retrouvaient. Il y a eu des tentatives de rapprochement maladroites, des messages ambigus, des phrases qui cherchaient à renouer sans reconnaître ce qui s'était passé. Je répondais avec courtoisie, sans m'engager davantage. Je n'avais plus besoin de convaincre, ni d'expliquer. Le cadre parlait pour moi. Cette période a été étrange. Ni paisible, ni violente. Une transition. Je ressentais parfois une solitude nouvelle, différente de celle que j'avais connue auparavant. Ce n'était plus une solitude imposée, mais une solitude choisie, conséquence directe de mes décisions. Elle était parfois lourde, mais jamais humiliante. Je comprenais alors que l'éclatement familial n'est pas toujours un drame spectaculaire. Il peut être une réorganisation silencieuse, où chacun se confronte à ce qu'il attendait réellement de l'autre. Mon fils avait attendu que je me retire doucement. J'avais choisi de rester présente. Cette divergence suffisait à fissurer l'illusion d'une harmonie intacte. Je n'éprouvais ni triomphe, ni regret immédiat. Seulement une forme de lucidité calme. J'avais agi pour me protéger, non pour punir. Si la famille se réorganisait autour de cette nouvelle réalité, c'était le signe que l'ancienne reposait sur un déséquilibre, que je n'étais plus prête à porter. Avec le temps, j'ai compris que ce silence nouveau n'était pas une fin, c'était une étape. Une période nécessaire pour que chacun assimile que les règles avaient changé, que je n'étais plus la figure silencieuse autour de laquelle on s'organise sans consulter. L'éclatement n'avait pas détruit ma famille. Il avait mis fin à une fiction. Et dans cet espace débarrassé des faux assemblants, je pouvais enfin commencer à imaginer une suite qui ne serait plus dictée par la peur, ni par la volonté des autres, mais par cette liberté retrouvée que je n'étais plus prête à céder. Peu à peu, quelque chose s'est apaisé en moi. Pas d'un apaisement naïf, pas d'un retour en arrière. Un apaisement lucide, celui qui naît quand on cesse de lutter contre ce qui n'est plus de son ressort. La famille s'était réorganisée sans moi comme centre silencieux, et cette perte de centralité, loin de me fragiliser, m'avait rendue plus légère. J'ai commencé à habiter mes journées autrement. Le matin, je me levais sans ce poids, dans la poitrine, sans cette anticipation constante d'un appel qui m'imposerait une décision déjà prise. Je décidais de mon rythme, lent ou rapide, selon l'envie. Je redécouvrais le plaisir simple de choisir, sans devoir me justifier. Je me suis autorisé des projets modestes, mais choisis. Un voyage court, décidé à la dernière minute. Des rendez-vous pris pour moi, et non par souci d'efficacité familiale. Je réapprenais à dire oui,
et surtout à dire non, sans trembler. Ces refus n'étaient plus des actes de défense, mais des affirmations tranquilles. Avec mon fils, la relation a trouvé une forme nouvelle. Moins fréquente, plus prudente, mais plus honnête. Il ne parlait plus d'organisation, ni d'anticipation. Il me demandait comment j'allais, parfois maladroitement. Je sentais que quelque chose avait été déplacé en profondeur. Il avait perdu une illusion, celle de pouvoir gérer à ma place sans conséquence. Moi, j'avais gagné un espace. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui s'était fissuré. J'ai compris que certaines réparations ne m'appartenaient pas. L'essentiel était ailleurs. Je n'étais plus une variable à intégrer dans les projets des autres. J'étais redevenu le sujet de ma propre histoire. Je me suis également rapproché de personnes qui me voyaient telle que j'étais, sans me projeter dans un futur déjà écrit. Des amies anciennes, parfois oubliées. Des rencontres nouvelles, sans passé commun à défendre. Avec elles, je parlais librement. Je ne racontais pas tout, mais je ne cachais plus rien non plus. Cette sincérité mesurée me faisait du bien. Mon corps lui a même semblé répondre à ce changement. Je dormais mieux. Je respirais plus profondément. Les tensions que je portais sans m'en rendre compte se relâchaient. La peur, autrefois diffuse et constante, n'occupait plus le premier plan. Elle avait retrouvé sa fonction naturelle, alerter, puis s'effacer. Je pensais souvent à cette phrase qui m'avait traversée lors de la prise de conscience. Tant que je suis capable, je décide. Cette idée simple m'accompagnait désormais comme un repère. Elle me rappelait que vieillir ne signifie pas se retirer, mais ajuster sa manière d'être au monde, avec plus de précision, plus de clarté, parfois plus de solitude aussi, mais une solitude choisie. Il y avait encore, par moments, une mélancolie discrète. La lucidité a un prix, elle empêche les illusions confortables. Je savais désormais que l'amour filial peut se mêler à des intérêts, à des peurs, à des projections qui n'ont rien à voir avec la personne aimée. Cette connaissance n'a pas durci mon cœur. Elle l'a rendu plus vigilant. Je continuais à tenir mon carnet, mais rarement. Les pages blanches s'accumulaient, et ce silence à là n'était plus une inquiétude. Il était la preuve que je n'avais plus besoin de consigner pour me défendre. Le cadre posé suffisait. Mon avenir n'était plus négociable. Je réfléchissais parfois à la fin, bien sûr. Non pas avec angoisse, mais avec réalisme. J'avais mis de l'ordre. J'avais écrit. J'avais décidé. Et parce que tout était clair, je pouvais me consacrer pleinement au présent. C'est cela, finalement, qui avait changé. Je vivais à nouveau ici et maintenant, sans être aspiré par un futur que d'autres voulaient gérer. Mon fils voulait gérer ma fin, pensant bien faire, pensant protéger. J'ai géré mon avenir en choisissant la clarté, la loi, et le respect de moi-même. Aujourd'hui, je ne me sens ni victorieuse, ni amère. Je me sens alignée. Mes choix me ressemblent. Mes silences ont changé de nature. Ils ne sont plus une fuite, mais une paix. Et chaque jour qui passe confirme cette vérité simple, acquise au prix de la lucidité. Mon avenir m'appartient, tant que je me l'accorde. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce chemin, je ne cherche plus à déterminer qui avait raison ou tort. Cette question appartient au passé, et je n'ai plus besoin d'y répondre pour avancer. Ce que je sais, en revanche, c'est que j'ai appris quelque chose de fondamental sur la vieillesse, la famille et le pouvoir silencieux des décisions prises trop tôt à la place des autres. Mon fils voulait gérer ma faim. Il pensait sans doute agir avec pragmatisme, peut-être même avec une forme d'amour mal exprimée. Il voyait le temps comme une menace à organiser, une urgence à anticiper. Moi, je voyais encore la vie comme un espace ouvert, imparfait, mais vivant. Entre ces deux visions, il y avait un gouffre que je ne pouvais plus ignorer. J'ai longtemps cru que se taire était une preuve de sagesse, que laisser faire était une manière d'éviter les conflits inutiles. J'ai compris trop tard que ce silence à là pouvait être interprété comme un accord, voire comme une faiblesse. Le silence, lorsqu'il n'est pas choisi, devient une permission donnée aux autres d'avancer sans vous. Ce que j'ai fait n'a rien d'héroïque. Je n'ai pas affronté mon fils. Je n'ai pas dénoncé, ni puni. J'ai simplement cessé de me retirer. J'ai cessé de m'excuser d'exister encore pleinement. J'ai cessé d'accepter que mon âge serve de prétexte pour décider à ma place. Faire appel à la loi n'a pas été une rupture affective. Cela a été un geste de clarté. La loi ne m'a pas demandé de choisir entre l'amour et la dignité. Elle m'a rappelé que les deux peuvent coexister, à condition que les limites soient posées.
Elle m'a offert un cadre où mes choix étaient respectés, sans avoir à être défendue en permanence. Il y a eu des pertes, bien sûr, des silences plus lourds, des conversations plus rares, une relation transformée. Mais j'ai accepté ces pertes, parce qu'elles n'étaient pas le prix de la liberté, seulement le prix de la vérité. Une relation qui exige l'effacement pour se maintenir n'est pas une relation protectrice. C'est une dépendance déguisée. Je pense souvent à celles et ceux qui vivent ce basculement sans le nommer, à qui l'on dit qu'il faut prévoir, simplifier, anticiper, alors qu'ils sont encore là, présents, capables. À qui l'on parle de la fin, avant même d'écouter le présent. À eux, j'aimerais dire qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre la main, tant que l'on peut encore dire non. Lire ne signifie pas renoncer à décider. Cela signifie parfois devoir affirmer plus clairement ce qui allait de soi auparavant. Avec moins d'énergie peut-être, mais avec plus de lucidité. Mon âge n'a pas été mon point faible. Et il a été la somme de mes expériences, de mes choix, de mes résistances silencieuses. Aujourd'hui, je vis autrement. Pas dans la défiance, mais dans la vigilance tranquille. Je choisis ce que je partage, ce que je garde, ce que je transmets. Je ne me laisse plus presser par des échéances qui ne sont pas les miennes. Je vis dans un temps qui m'appartient. Quand je ferme les yeux le soir, je n'ai plus cette sensation d'être en sursis. Je ne me demande plus ce qui se décidera sans moi. Je sais que ce qui doit être décidé l'a été. Par moi. Pour moi. Et cette certitude me donne une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Si je devais résumer cette histoire en une seule vérité, ce serait celle-ci. Il ne s'agissait pas de refuser la fin, mais de refuser qu'on la gère avant moi. Il ne s'agissait pas de nier le temps, mais de lui rendre sa juste place. Mon fils voulait gérer ma fin. J'ai choisi de gérer mon avenir. Et à celles et ceux qui, comme moi, ont longtemps cru que se taire protégeait, je laisse ce dernier mot, non comme une révolte, mais comme une évidence, apprise tardivement et chèrement. Le silence peut aussi être une forme de justice.